Bonsoir Thomas Fouilleron. Bonsoir Émilie. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info pour évoquer ce 3 septembre 1944, une date très importante pour Monaco. En effet, une date importante dans le cadre de l'histoire européenne, puisqu'il faut replacer la libération de Monaco dans le cadre de la libération du sud de la France à partir du débarquement en Provence, le 15 août 1944. Et à partir de cette date, les troupes alliées vont progresser le long de la côte, et notamment pour les troupes américaines, en direction de Monaco. Et puis parallèlement, évidemment, comme partout en France, il y a l'action de la résistance intérieure, et notamment autour de Monaco, des forces françaises de l'intérieur et des francs-tireurs partisans, les FTP, donc de tendance communiste, centrés autour de Beausoleil, et qui vont faire pression sur ce qui reste de troupes allemandes et qui vont finir par évacuer la principauté dans la nuit du 3 septembre 1944, ce qui va permettre aux résistants d'entrer triomphalement dans Monaco et aussi aux troupes américaines, puisque même si la principauté est un État neutre, et d'ailleurs le général Frédéric prendra bien le soin de préciser à ses troupes qu'il ne faut pas pénétrer à l'intérieur de la principauté, il fera une instruction dans ce sens, et puis des écriteaux seront positionnés à l'extérieur de la principauté, et même à certains points comme le casino, mais on a des images d'archives qui montrent que les soldats américains, bon, sans doute ils avaient la curiosité d'aller voir ce que représentait Monte-Carlo et le temple du jeu, donc on a quelques images d'archives tournées autour du casino, donc il y a eu quelques incursions américaines, donc malgré l'instruction de respecter la neutralité monégasque. Est-ce que c'est un jour de délivrance pour les Monégasques ? Alors c'est évidemment un jour de délivrance, puisque même si la principauté n'a pas été un pays belligérant entre 1939 et 1944, la principauté a dû subir deux occupations successives. L'occupation italienne à partir de novembre 1942, donc quand la ligne de démarcation en France est supprimée, que les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, et puis après la capitulation italienne en septembre 1943, ce sont les Allemands eux-mêmes qui occupent Monaco et qui notamment organise un certain nombre d'arrestations de réfugiés juifs à Monaco. Monaco avait pris position lors de ce conflit. On le rappelle, on était alors sous le règne du prince Louis II. On était sous le règne du prince Louis II, un prince éminemment francophile qui s'était engagé dans l'armée française durant le premier conflit mondial. Un prince qui, au départ, il faut l'admettre, a été plutôt séduit par le régime du maréchal Pétain, tout en, notamment pour ce qui est de la législation antisémite, étant extrêmement opposé à un copier-coller des dispositions françaises à Monaco. Et il a fallu véritablement que l'article 1er du traité de 1918 qui mentionne l'intérêt supérieur de la France à Monaco pour que la fameuse rafle, malheureusement, d'août 1942, en l'absence du prince Louis II, soit perpétrée. Donc oui, c'est sur le plan matériel, évidemment, la libération de conditions de ravitaillement, de rationnement. Monaco a connu évidemment le rationnement et le connaîtra en réalité comme pour toute la France jusqu'en 1949, parce que l'économie mettra un certain temps à se remettre en place. Et puis, la normalisation ne s'effectue pas tout de suite. Il y a malheureusement une période d'épuration sauvage. Évidemment, on peut penser à un professeur au lycée de Monaco, Lucien Pochard, qui est arrêté par les FFI, qui, au moment de son arrestation, tue 2 FFI et qui lui-même est exécuté un temps plus tard. Puis après, il y a le temps de l'épuration légale avec un comité de libération. Et puis très vite, la France envoie des troupes régulières qui stationneront en principauté jusqu'à l'automne 1945. Donc on peut dire qu'en réalité, la libération de Monaco, évidemment, ce n'était pas une troupe d'occupation, c'était une troupe destinée à maintenir l'ordre et à épauler la police monégasque. Eh bien, c'est la fin de
de l'année 1945. Et dans les conséquences de la libération, petite anecdote, c'est impensable aujourd'hui, entre octobre 1944 et le printemps 1950, il y a une permanence du Parti communiste français à Monaco, rue Grimaldi. Je pense que beaucoup l'ont oublié, mais évidemment, s'il faut se souvenir que cette libération, elle se fait dans une atmosphère évidemment sociale particulière et avec un poids de la résistance communiste autour de Monaco qui est très important. Vous l'avez dit, le conflit continue après le 4 septembre. Est-ce que Monaco paiera un lourd tribut, aussi bien humain que matériel? Alors matériel, bien sûr, parce que dès avant la libération, parce que Monaco est occupé par l'armée allemande, Monaco subit les bombardements alliés, subit aussi les bombardements allemands, contre les bombardements alliés qui bombardent notamment les positions du mont Agel. Et le ministre d'État Roblot essaie justement, quelques jours avant la libération, d'éviter, en rappelant la non-belligérance, en rappelant la neutralité de Monaco, d'éviter que Monaco soit pris en quelque sorte entre deux feux. Mais malgré tout, l'établissement thermal à Monte-Carlo, le bâtiment de la Poste à Monte-Carlo furent détruits par ces bombardements. Et puis il y a eu encore, jusqu'en 1945, un accident, mais une mine, le port avait été miné par les Allemands, et une mine a explosé, faisant plusieurs morts en 1945. Donc effectivement, il y a eu des séquelles de la libération encore pendant un certain temps. Thomas Fouilleron, alors que l'on célèbre le centenaire de sa naissance en cette année 2023, est-ce que le prince Régnier III, alors prince héréditaire, a joué un rôle dans cette Seconde Guerre mondiale? Un rôle éminent, évidemment, parce que le prince Régnier devient justement prince héréditaire au printemps 1944. Il est tout jeune, il a 21 ans, il est juste majeur à l'époque. Il effectue, à l'occasion de cette libération de Monaco, en quelque sorte son premier coup d'éclat politique, parce qu'il quitte le 30 août volontairement le palais pour protester contre la politique collaborationniste du gouvernement Roblot, disant qu'il ne regagnera le palais que lorsque son grand-père aura changé de chef du gouvernement, donc ce qu'il finit par faire donc, avant la fin du mois de septembre 1944. Et le prince Régnier estime de son devoir, à la fois par respect de la tradition de ses ancêtres, de s'engager dans l'armée française depuis le XVIIe siècle, depuis le traité de Péronne, et de présenter par sa jeunesse et dans son engagement dans les armées de la Libération, eh bien, une sorte de garantie vis-à-vis des Alliés pour que celui qui porte l'héritage des princes de Monaco et qui sera le futur souverain, eh bien, puisse avoir apporté sa pierre à cette libération de l'Europe. Et il ira évidemment jusqu'à Berlin, et c'est à Berlin où il rencontrera celui qui sera son premier ministre d'État, l'économiste Jacques Rueff. Une exposition sera consacrée à Jacques Rueff, premier ministre d'État donc du prince Régnier en 1949-1950, au mois de novembre au ministère d'État, mais nous en reparlerons certainement. Avec grand plaisir, Thomas Fouilleron. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour évoquer cette date du 3 septembre, et évidemment plusieurs commémorations auront lieu en principauté ce dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous.